Il y a, dans une chambre d'hôpital, un instant que personne n'était censé voir. Le cœur d'un patient vient de s'arrêter. Sur les écrans, les médecins s'attendent au silence, à cette ligne plate, à ce noir total que les films nous ont appris à associer à la mort. Mais ce n'est pas le silence qui vient, c'est une tempête. Dans les secondes qui suivent l'arrêt du cœur, le cerveau ne s'éteint pas, il s'embrase. Des ondes gamma, les oscillations les plus rapides que nous sachions mesurer, celles-là même qui s'allument quand vous rêvez, quand vous vous souvenez d'un visage aimé, quand vous méditez profondément, déferlent à travers le cortex. Le cerveau mourant ne se contente pas de s'arrêter, il s'illumine. Et ce qu'il semble faire, dans ces tout derniers instants, c'est rejouer une vie. Ce soir, nous allons suivre cette découverte aussi loin qu'elle nous mènera, jusqu'à la question la plus vertigineuse qu'un être humain puisse se poser. Que se passe-t-il après la mort? La réponse fait intervenir une molécule que votre cerveau est peut-être en train de fabriquer en ce moment même. Un phénomène qui réveille des patients atteints d'Alzheimer et les fait parler pour la première fois depuis des années. D'anciennes cartes de l'au-delà qui recoupent les neurosciences modernes avec une précision troublante. Et un physicien couronné par le prix Nobel qui pense que la conscience est peut-être tissée dans l'étoffe même de l'univers. Avant d'aller plus loin, si ce genre de voyage entre la science et le mystère vous parle, abonnez-vous à cette chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer à construire des enquêtes aussi longues et aussi exigeantes. Maintenant, descendons ensemble dans le seul territoire dont personne n'est jamais revenu pour faire un rapport complet. Car nous allons regarder en face ce que la science a vraiment découvert sur le cerveau qui meurt, et ce sera très différent de ce que vous imaginez. Nous allons écouter celles et ceux qui sont revenus, des survivants d'arrêt cardiaque qui ont décrit des choses qu'ils n'auraient jamais dû pouvoir voir, et que le personnel médical présent dans la pièce a parfois confirmé ensuite. Nous allons explorer une molécule parmi les plus puissantes que la science connaisse, et les indices grandissants que votre cerveau la produit naturellement au moment où vous rendez votre dernier souffle. Nous allons nous asseoir au chevet de malades qui n'avaient pas prononcé un mot depuis des mois, et qui, la veille de leur mort, ont soudain reconnu leurs proches, tenu une conversation, dit au revoir. Nous traverserons le monde souterrain des Égyptiens, le livre des morts à la main. Nous nous dissoudrons dans les bardeaux du bouddhisme tibétain. Nous festoierons au Valhalla avec les Vikings, et nous franchirons le Styx avec les Grecs. Nous demanderons ce que 4 milliards de croyants des religions abrahamiques pensent qu'il advient à l'instant où le cœur s'arrête. Et nous suivrons une piste de physique quantique jusqu'à un mathématicien, lauréat du Nobel, qui ose suggérer que la conscience ne réside peut-être pas du tout à l'intérieur de votre crâne. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par la fin. Voici ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à la mort. Le cœur s'arrête, le cerveau s'éteint, l'écran devient noir, un interrupteur, allumé puis éteint. C'est l'image que le cinéma nous a vendue, c'est celle que nous portons tous en nous. Mais la science raconte une toute autre histoire, et pour la comprendre, il faut d'abord comprendre ce que sont les ondes gamma. Les ondes gamma sont les ondes cérébrales de plus haute fréquence que nous puissions enregistrer. On les associe à la perception consciente, à la pensée active, à la formation et au rappel des souvenirs. Ce sont les ondes qui s'allument quand vous êtes intensément concentré, quand vous méditez en profondeur, quand vous rêvez avec une vivacité saisissante. Pendant des décennies, l'hypothèse était simple. Au moment de la mort, le cerveau renonce, les ondes s'éteignent et l'écran devient noir. Pour savoir si c'était vrai, il fallait pouvoir observer un cerveau humain en train de mourir. Et en 2023, une équipe l'a fait. La docteure Jimo Borjigin, neuroscientifique à l'Université du Michigan, étudiait cette question depuis 2013, depuis que son laboratoire avait découvert des sursauts d'activité gamma dans le cerveau de rats mourants. Cette fois, elle s'est tournée vers l'humain. Son équipe a suivi 4 patients en arrêt cardiaque grâce à un électroencéphalogramme continu. C'étaient des patients dans le coma, sans aucun espoir de réveil, dont les familles avaient accepté l'arrêt des soins. Les capteurs avaient été posés avant que l'on éteigne les respirateurs. 2 des 4 patients ont alors montré d'immenses sursauts d'ondes gamma dans les instants qui ont suivi le retrait du respirateur. L'activité se concentrait dans une région très précise,
à l'arrière du cerveau, là où se rejoignent le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital. C'est l'une des régions les plus importantes de toutes les neurosciences de la conscience. C'est là que le cerveau intègre les informations des sens en une expérience unifiée. C'est la région qui s'active lors des expériences de sortie du corps, lors des rêves les plus intenses. Et elle s'est embrasée comme un orage dans ces cerveaux en train de mourir. Cette activité gamma ne restait pas locale. Elle se propageait d'un hémisphère à l'autre, reliant l'arrière du cerveau au cortex préfrontal, à l'avant, la région de la pensée supérieure, de la décision, de la conscience de soi. Le cerveau mourant ne s'agitait pas au hasard. Il communiquait avec lui-même. Les régions qui traitent la perception parlaient aux régions qui fabriquent du sens. Et voici le détail qui rend tout cela proprement bouleversant. Ces sursauts gamma se sont poursuivis après l'arrêt du cœur. Le sang ne circulait plus. L'oxygène n'atteignait plus le cerveau. Et pourtant, ce cerveau était plus actif électriquement qu'il ne l'avait été dans les minutes précédant la mort. Comme si la perte d'oxygène elle-même était le déclencheur. Comme si le cerveau, sentant la fin venir, répondait non par le silence, mais par une dernière symphonie désespérée. George Mashour, l'un des fondateurs du Centre de l'Université du Michigan, consacré à la science de la conscience, et co-auteur de l'étude, a parlé d'un paradoxe neuroscientifique. Comment une expérience vive et intense peut-elle émerger d'un cerveau qui s'éteint? L'hypothèse dominante, depuis des décennies, voulait que le cerveau renonce simplement à l'instant de la mort. Les données de Borjigin montrent exactement l'inverse. Et il faut être honnête sur les limites. 2 patients sur 4 seulement ont montré ces sursauts. L'échantillon est minuscule. Ces personnes étaient profondément lésées avant de mourir. Rien ici ne prouve une expérience consciente. Ce que l'on peut dire, c'est que l'activité électrique organisée, la signature de la conscience, était présente là où l'on attendait le néant. C'est un fait. Ce qu'il signifie reste ouvert. De cette recherche émerge un modèle en 3 temps. Le docteur Sam Parnia, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la mort et de la réanimation, rattaché au centre médical de l'Université de New York, décrit la cascade neurologique de la mort comme une séquence. D'abord, le sursaut, une bouffée d'activité intense, comme une ultime tentative de survie, un dernier effort du cerveau pour rester en vie. Ensuite, une phase d'onde lente, de plus basse fréquence. Et enfin, la ligne plate, le silence électrique. Mais attention, la ligne plate que vous voyez sur le moniteur cardiaque dans les séries télévisées, ce n'est pas la mort cérébrale. La véritable mort du cerveau survient peut-être bien plus tard, peut-être plusieurs minutes, peut-être davantage. Parnia soutient que le processus de la mort est réversible bien plus longtemps que nous ne l'avons jamais cru, et que des signes d'activité cérébrale significative peuvent persister jusqu'à 1 heure après l'arrêt du cœur. Songez à ce que cela signifie. À l'instant précis où nous prononçons qu'une personne nous a quittés, son cerveau est peut-être encore actif, encore en train de traiter quelque chose, encore, en un sens, en train de vivre une expérience. Nous ne pouvons pas demander à ces 4 patients du Michigan ce qu'ils ont ressenti. Ils sont partis. Les données sont tout ce qu'il nous reste. Mais ces données sont extraordinaires. Elles nous disent que le cerveau mourant ne s'éteint pas docilement. Il se débat. Il s'embrase. Il réveille les régions mêmes qui sont liées à la conscience, à la mémoire, à l'expérience d'être vivant. Et il fait cela au moment exact où, selon tout ce que nous croyons savoir, il ne devrait plus rien faire du tout. Si le cerveau est à ce point actif pendant la mort, alors qu'est-il en train de vivre? Rejoue-t-il une vie? Fabrique-t-il un dernier rêve? Ouvre-t-il une porte que nous, les vivants, ne pouvons pas voir? Certaines personnes sont revenues de l'autre côté de cette porte. Et ce qu'elles décrivent est d'une cohérence remarquable à travers les cultures, les continents et les siècles. En 2014, une étude paraît dans la revue Résuscitation. C'est la plus grande enquête scientifique sur la mort jamais menée. Elle s'appelle AWARE, pour Conscience pendant la réanimation. Dirigée par Sam Parnia, elle s'étend sur 15 hôpitaux, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Autriche, et suit pendant 4 ans plus de 2000 patients victimes d'arrêt cardiaque. Leur cœur s'est arrêté. Ils étaient cliniquement morts, et certains sont revenus. Parmi les survivants que l'on a pu interroger,
Près de 4 sur 10 décrivent une forme de conscience pendant la période où ils étaient cliniquement morts. Pas de vagues sensations, pas de fragments confus, des expériences structurées, chargées de sens, que beaucoup décrivent comme plus réelles que la vie éveillée. Un cas en particulier a retenu l'attention des chercheurs. Un homme dont le cœur s'était arrêté pendant 3 minutes. 3 minutes sans battement, sans circulation. Selon les neurosciences classiques, son cerveau aurait dû cesser de fonctionner en 20 à 30 secondes. Et pourtant, une fois réanimé, il a décrit ce qui s'était passé dans la pièce pendant ces 3 minutes. Les gestes du personnel, les sons des machines, des détails précis que les infirmiers et les médecins présents ont ensuite confirmés. Comment un cerveau privé de sang pouvait-il enregistrer des événements extérieurs avec exactitude? L'équipe d'Aware ne prétend pas le savoir. Elle se contente de rapporter les faits. Puis vient Aware 2, publié en 2023. 25 hôpitaux, plus de 500 patients et pour la première fois, un suivi par électroencéphalogramme continu pendant le massage cardiaque. Les chercheurs ne se contentaient plus d'interroger les survivants après coup. Ils regardaient le cerveau en temps réel pendant que les médecins luttaient pour le ramener. Parmi les survivants interrogés, près de 4 sur 10 rapportent des souvenirs ou des perceptions évoquant une forme de conscience. Et les tracés ont révélé quelque chose qu'aucune étude n'avait saisi auparavant. Des ondes cérébrales organisées, signe d'une activité consciente, détectées jusqu'à 1 heure après la déclaration de la mort clinique. Parnia est direct. Ces expériences lucides ne peuvent pas être considérées comme le simple tour de passe-passe d'un cerveau désordonné ou mourant. Ce sont des expériences humaines à part entière, qui émergent au bord de la mort. Son équipe avance une hypothèse, la désinhibition. En temps normal, le cerveau possède des systèmes de freinage, des réseaux qui filtrent et contraignent l'expérience consciente. Quand le cerveau commence à mourir, ses freins lâchent. Les filtres tombent. Et ce qui émerge alors, c'est peut-être un accès à la totalité des souvenirs, de la petite enfance jusqu'au dernier instant, mais évalué cette fois sous l'angle de la morale. Ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. De nombreux survivants ne décrivent pas seulement le fait de se souvenir de leur vie, mais celui de la revivre, et non depuis leur seul point de vue. Ils décrivent avoir ressenti l'impact de leurs actes sur les autres, avoir éprouvé ce que les autres avaient éprouvé, avoir vu leur propre existence à travers les yeux de tous ceux qu'ils avaient touchés. C'est l'un des traits les plus constants de l'expérience de mort imminente, à travers le monde entier. On l'appelle la revue de vie panoramique, et au-delà des études Aware, à travers des milliers de témoignages, de survivants d'arrêt cardiaque, de noyés, de personnes passées tout près de la mort par maladie ou par accident, un ensemble de thèmes revient avec une régularité stupéfiante. La séparation d'avec le corps, les survivants décrivent flotter au-dessus d'eux-mêmes, observer leur propre corps et l'équipe médicale, avec un détachement calme, sans peur ni douleur. Un tunnel, un passage de lumière, un mouvement à travers un espace sombre vers une clarté immense, jamais aveuglante ni dure, toujours décrite comme chaude, accueillante, profondément aimante. La rencontre avec d'autres, des proches disparus, des présences interprétées comme des êtres spirituels, ressenties comme intensément réels, jamais comme des rêves. La revue de vie, et enfin une frontière, une limite au-delà de laquelle on ne revient pas, et le sentiment qu'il faut repartir, que ce n'est pas encore l'heure. Beaucoup résistent à ce retour, tant la paix éprouvée était grande. L'explication sceptique est simple, et elle est en partie certainement juste. Le cerveau meurt, il est privé d'oxygène, inondé de substances chimiques, et dans sa détresse, il fabrique une hallucination, douce, conçue par l'évolution pour adoucir le passage. Le tunnel ne serait que le cortex visuel qui s'effondre. La paix, une bouffée d'endorphine. La revue de vie, une activation aléatoire de la mémoire. Mais cette explication bute sur un obstacle, elle peine à rendre compte des perceptions vérifiées. Cet homme qui a décrit avec exactitude 3 minutes d'événements pendant son arrêt cardiaque. Ces patients qui ont rapporté la position d'instrument, les mots prononcés par le personnel, des gestes précis, confirmés ensuite. Si ces expériences n'étaient que des hallucinations internes, comment le cerveau a-t-il pu acquérir des informations exactes sur des événements extérieurs survenus
alors qu'il était à plat. L'équipe de Parnia reste prudente. La recherche, écrit-elle, n'a ni prouvé ni réfuté la réalité ou le sens de ces expériences. Elle ne prétend pas démontrer l'existence d'un au-delà. Elle dit simplement que les données sont réelles, que les expériences sont réelles et que les explications conventionnelles ne suffisent pas à rendre compte de ce que l'on observe. Et c'est précisément cette prudence qui donne du poids au travail de Parnia. Il aurait été facile de crier à la preuve de l'âme. Il refuse. Il rappelle que le cerveau privé d'oxygène est un orage chimique, que beaucoup de ces sensations ont sans doute une cause neuronale ordinaire, et que la mémoire, au réveil, est une reconstruction faillible. Le mystère ne tient pas dans les visions elles-mêmes, qui peuvent s'expliquer. Il tient dans cette poignée de perceptions exactes du monde extérieur, enregistrées alors que le cerveau ne fonctionnait plus. Une seule perception vérifiée suffit à fissurer le modèle, et il y en a plus d'une. Mais il existe une substance qui pourrait jeter un pont entre les neurosciences et les visions des mourants. Une molécule si puissante qu'une seule dose peut dissoudre entièrement votre sentiment d'exister. Une molécule qui produit des expériences presque identiques à celles que rapportent les survivants, et que votre cerveau, selon une étude marquante, est déjà en train de fabriquer. Elle s'appelle la diméthyltryptamine, la DMT, et elle pourrait bien être la clé de ce qui se joue dans les tout derniers instants de la vie. En 1990, un psychiatre américain, Rick Strassman, à l'Université du Nouveau-Mexique, obtient une autorisation qu'aucun chercheur n'avait reçue depuis plus de 20 ans, celle d'administrer un puissant psychédélique à des volontaires humains. La substance, c'est la DMT. Et ce que ces sujets vont rapporter pendant 5 ans va déplacer la frontière entre la science et le sacré. La DMT n'a rien de nouveau. Les peuples du bassin amazonien l'utilisent depuis des siècles sous la forme de l'ayahuasca. Injectée pure, elle agit en quelques secondes, et l'expérience ne dure qu'un quart d'heure. Mais dans ce quart d'heure, les volontaires de Strassman décrivent moins un voyage sous l'effet d'une drogue qu'une traversée vers une autre dimension. La dissolution complète du sentiment de soi. Des tunnels de lumière franchis à une vitesse impossible. La rencontre avec des entités, des présences plus réelles que le monde éveillé. Des vagues d'amour, de connaissance, d'unité avec quelque chose d'immense. Certains disent avoir vu leur vie entière. Certains disent qu'on leur a montré que la mort n'était pas la fin. Et quand les faits retombaient, beaucoup pleuraient, non de peur, mais de chagrin d'avoir à revenir. Strassman publie ses travaux en 2000 dans un livre intitulé « La molécule de l'esprit ». Il y propose une hypothèse radicale, la glande pinéale, cette minuscule structure au cœur du cerveau que Descartes appelait jadis le siège de l'âme, produirait et libérerait de la DMT à 3 moments décisifs, la naissance, le rêve et la mort. La DMT ne serait pas qu'une drogue, ce serait un mécanisme biologique de l'expérience spirituelle. L'idée a séduit des millions de gens. Elle a aussi essuyé de vives critiques. La glande pinéale est minuscule, à peine plus grosse qu'un grain de riz, et sa fonction connue est de produire la mélatonine, l'hormone du sommeil. Qu'elle puisse fabriquer assez de DMT pour générer une expérience psychédélique complète au seuil de la mort semblait, à beaucoup, invraisemblable. Et puis, en 2019, une étude a tout déplacé. Une équipe menée par Jimo Borjigin, la neuroscientifique même, qui publiera l'étude sur les ondes gamma du cerveau mourant, a mené une enquête décisive. D'abord, elle a découvert que l'enzyme nécessaire à la synthèse de la DMT n'est pas exprimée seulement dans la glande pinéale, mais dans de nombreuses régions du cerveau, jusque dans le cortex, chez le rat comme chez l'humain. Ensuite, elle a mesuré les concentrations réelles de DMT dans le cerveau de rats vivants, des niveaux comparables à ceux de la sérotonine et de la dopamine, 2 des neurotransmetteurs les plus importants. La DMT n'était pas une trace résiduelle. Elle était présente à des concentrations qui comptent. Enfin, et c'est le point décisif, les chercheurs ont provoqué un arrêt cardiaque chez les rats. Et là, les taux de DMT dans le cortex visuel ont grimpé en flèche. Le cerveau, en commençant à mourir, produisait davantage de DMT. Détail qui a brisé l'hypothèse pinéale d'origine. Certains rats avaient déjà eu la glande pinéale retirée. Le pic de DMT se produisait quand même. C'était le cerveau lui-même, et non la seule glande pinéale, qui produisait et libérait cette molécule pendant l'arrêt cardiaque.
Un an plus tôt, en 2018, une autre équipe, à l'Imperial College de Londres, avait administré de la DMT à des volontaires sains, puis leur avait fait remplir le questionnaire standardisé des expériences de mort imminente. Le recouvrement était stupéfiant. Dissolution de l'ego, tunnel de lumière, rencontre avec des entités, sentiment de transcendance, revue de vie, franchissement d'un seuil. Point par point, l'expérience sous DMT et l'expérience de mort imminente se révélaient structurellement identiques. La communauté scientifique reste prudente, et pour de bonnes raisons. Le pharmacologue David Nichols a rappelé qu'il faudrait au cerveau produire une quantité de DMT environ 1000 fois supérieure à la production quotidienne de mélatonine de la pinéale et que cette molécule est dégradée presque instantanément par une enzyme. Que le cerveau puisse en accumuler assez, au bon endroit et au bon moment, pour générer une expérience complète demeure une question ouverte. La vérité, comme souvent en science, se tient quelque part au milieu. La DMT est endogène, le cerveau la fabrique, c'est établi. Ses niveaux montent pendant l'arrêt cardiaque, c'est établi. L'expérience qu'elle provoque est structurellement identique à l'expérience de mort imminente, c'est établi. Mais qu'elle suffise, à elle seule, à expliquer tout ce que décrivent les mourants, cela reste incertain. Et il y a une dernière couche. Une revue récente a montré que la DMT agit sur des récepteurs impliqués dans la protection des neurones et leur survie. La DMT ne serait pas seulement une molécule à vision, ce serait une molécule de protection, un dernier recours chimique, le système d'urgence du cerveau, qui inonde le cortex d'une substance protégeant les neurones, tout en ouvrant les portes de la perception aussi grands qu'elles peuvent l'être. Si c'est vrai, alors le cerveau mourant n'hallucine pas et ne se détraque pas. Il fait exactement ce pour quoi il est fait. Il libère une substance qui protège ses neurones tout en générant une expérience si vive, si structurée, si étrangère à la conscience ordinaire, que ceux qui la vivent en reviennent durablement transformés. Que cette expérience soit une fenêtre sur quelque chose de réel ou un magnifique adieu chimique, la science ne peut pas encore le dire. Mais la chimie même du cerveau nous apprend une chose. La mort n'est pas un événement passif. C'est un processus actif. Et le cerveau s'y prépare peut-être depuis toujours. Mais avant d'aller plus loin dans le mystère de la conscience, il faut regarder quelque chose que la plupart des gens préfèrent éviter. Un phénomène si étrange et si mal expliqué qu'il a ébranlé des neuroscientifiques convaincus de comprendre le cerveau. Des personnes atteintes d'Alzheimer, qui n'ont pas parlé depuis des années, qui ne reconnaissent plus leurs propres enfants, se réveillent soudain, redeviennent elles-mêmes, lucides, claires, présentes et meurent peu après. On appelle cela la lucidité terminale, et cela ne devrait pas exister. Imaginez une femme de plus de 90 ans, malade d'Alzheimer depuis 9 ans. Elle ne reconnaît plus son fils depuis longtemps. Elle ne sait plus où elle est, ni quel âge elle a, ni former une phrase complète. Et puis, 24 heures avant de mourir, elle se réveille. Elle reconnaît sa famille. Elle dit les prénoms. Elle connaît son âge. Elle tient une conversation. Elle est présente comme elle ne l'a plus été depuis près de 10 ans. Et le lendemain matin, elle s'éteint. Ce n'est pas un conte. C'est un cas documenté dans la littérature médicale et il est loin d'être unique. La lucidité terminale désigne ce retour soudain et inattendu de la clarté mentale chez des patients atteints d'une maladie cérébrale grave et irréversible, le plus souvent dans les heures ou les jours qui précèdent la mort. Des malades au stade terminal d'Alzheimer, mutiques depuis des mois, se remettent à parler. Ils reconnaissent des proches auxquels ils ne répondaient plus. Ils retrouvent des souvenirs qui auraient dû être détruits en même temps que les circuits qui les abritaient. Ils disent leur amour, ils font leurs adieux, puis ils meurent. Le terme a été forgé en 2009 par le biologiste Michael Nahm et le psychiatre Bruce Greyson. Depuis, les travaux se multiplient et confirment que le phénomène n'est pas rare. Des enquêtes auprès des soignants montrent qu'une large majorité de ceux qui accompagnent la fin de vie ont assisté au moins une fois à un tel épisode. Une étude prospective récente, menée par l'équipe de Sam Parnia, a suivi plus de 1500 patients atteints de démence et documenté des centaines d'épisodes de lucidité. Retour de l'orientation, retour de souvenirs anciens, retour de capacités comme marcher ou jouer d'un instrument.
Un soignant a raconté le cas d'un homme atteint de démence sévère, mutique depuis des mois, qui, la veille de sa mort, a réclamé une cigarette et une bière, chanté avec ses proches, ri et parlé pendant 3/4 d'heure, puis est allé se coucher. Le lendemain matin, il était mort. Voici pourquoi cela compte et pourquoi cela terrifie les neuroscientifiques. Le modèle dominant est limpide. Vos souvenirs, votre personnalité, votre sentiment d'être vous, tout cela est stocké dans la structure physique du cerveau, encodé dans les connexions entre quelques 86 milliards de neurones, reliés par 100 000 milliards de synapses. Détruisez ces connexions et les fonctions qu'elles portent sont détruites définitivement. Or, Alzheimer détruit le cerveau méthodiquement. Au stade avancé, l'hippocampe, le centre de la mémoire, est ravagé. Le cortex est criblé de lésions. Le cerveau a physiquement rétréci. Les structures, qui abritaient des décennies de souvenirs, ne sont pas seulement endommagées. Souvent, elles ont disparu. Et pourtant, la lucidité terminale a lieu. Des personnes dont le cerveau a été dévasté par des décennies de maladies se remettent soudain à fonctionner comme si les dégâts n'existaient pas. Comment? Personne ne le sait. Mais il y a des hypothèses. L'une suggère que même dans un cerveau gravement abîmé subsistent des circuits dormants, des synapses silencieuses capables, dans certaines conditions, de contourner les voies détruites et de rétablir provisoirement la connexion. Une autre relie la lucidité terminale à la désinhibition même dont nous parlions. La maladie verrouille la porte et le processus de la mort, brièvement, la fait sauter. Et c'est ici que l'histoire recroise la DMT. Cette même molécule, capable de stimuler la formation de nouvelles connexions neuronales, pourrait-elle, libérée en masse par le cerveau mourant, restaurer un instant la connectivité d'un cerveau dévasté? C'est spéculatif, c'est non prouvé. Mais les pièces s'emboîtent d'une manière qui exige l'attention. Le cerveau mourant s'embrase d'activité gamma. Le cerveau mourant libère de la DMT. Et le cerveau mourant rétablit parfois des fonctions cognitives chez des gens qui ne devraient plus en avoir aucune. Les grands instituts de recherche s'y intéressent désormais. Sam Parnia a obtenu un financement sur 5 ans pour mener la première étude prospective de la lucidité paradoxale, avec un suivi vidéo et électroencéphalographique à domicile, afin de saisir l'activité cérébrale avant, pendant et après ces épisodes. Si l'on parvient à comprendre le mécanisme, on pourrait peut-être un jour le déclencher volontairement, rendre, ne serait-ce qu'un instant, leur esprit à des malades, leur permettre de dire au revoir. Mais il y a là une question plus profonde que la médecine. Si un cerveau ravagé par des décennies de maladies peut soudain fonctionner parfaitement quelques minutes avant la mort, qu'est-ce que cela nous dit du lieu où réside vraiment la conscience? Est-elle entièrement dans les neurones? Ou le cerveau est-il quelque chose comme un récepteur, un appareil qui capte la conscience comme une radio capte une fréquence, un appareil qu'on peut casser et abîmer, et qui, dans ses tout derniers instants, capte encore une fois l'émission? Soyons clairs, la lucidité terminale ne prouve rien de tel. Le cerveau d'un malade d'Alzheimer, si ravagé soit-il, n'est jamais entièrement détruit, et des circuits résiduels, brièvement réactivés, suffisent peut-être à tout expliquer. Mais le simple fait que la question se pose, qu'un esprit éteint depuis des années puisse, l'espace d'une soirée, revenir intact, dire les bons prénoms, retrouver une chanson oubliée, puis s'éteindre pour de bon, suffit à ébranler la certitude tranquille selon laquelle l'esprit n'est rien d'autre que la matière qui le porte. Nous ne sommes pas prêts à répondre, mais nous nous en approchons. Et pour continuer, il faut quitter la chambre d'hôpital et regarder en face ce qu'il advient du corps lui-même après le dernier souffle. Car la réalité physique de la mort n'a rien de poétique. Elle est biologique, brutale et étrangement belle. À l'instant où le cœur s'arrête, une cascade s'enclenche. Le sang cesse de circuler, l'oxygène n'arrive plus et les cellules, privées de l'énergie qui maintenait leur membrane, commencent à mourir. Mais pas toutes en même temps. Le processus est graduel, organe par organe, cellule par cellule, et il se déroule en étapes que les médecins légistes ont cartographiées avec précision. D'abord, la pâleur, en quelques minutes, le sang quitte les capillaires de surface, et la peau prend une teinte cireuse. En même temps, le corps se met à refroidir, perdant environ 1,5 degré par heure, jusqu'à rejoindre la température ambiante.
Puis le sang obéit à la gravité, il s'accumule dans les parties basses du corps, dessinant sous la peau des plaques sombres, violacées, ce que les légistes appellent les lividités, et qui leur permet de savoir si un corps a été déplacé après la mort. Vient ensuite la rigidité. Quelques heures après la mort, les muscles se figent, faute de l'énergie chimique nécessaire pour défaire la liaison entre leurs filaments. La raideur gagne d'abord les petits muscles, les paupières, la mâchoire, le cou, puis descend dans tout le corps, persiste un jour ou deux, puis se relâche à mesure que la décomposition progresse. Car à ce stade, toutes les cellules ne sont pas mortes, certaines survivent des heures, parfois des jours. La frontière entre la vie et la mort n'est pas une ligne nette, c'est un dégradé. Et puis le corps se met à se digérer lui-même. Privées d'oxygène, les cellules deviennent acides, leurs membranes se rompent, et les enzymes qu'elles contenaient se répandent et commencent à digérer les tissus alentours. C'est l'autolyse. Le pancréas, chargé d'enzymes puissantes, est en général le premier à céder. Il se digère lui-même. Le foie suit. Le cerveau, riche en eau, se défait vite. Puis vient la deuxième vague, les bactéries. De votre vivant, votre système immunitaire tient en respect les dizaines de milliers de milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins. Ce sont des partenaires, elles vous aident à digérer, fabriquent des vitamines. Mais dès que le système immunitaire s'arrête, le pacte est rompu. Les bactéries ne savent pas que vous êtes mort. Elles savent seulement que les barrières sont tombées. Elles dévorent les parois intestinales, se répandent dans le sang, dans les organes, et produisent des gaz qui, en quelques jours, gonflent le corps, parfois jusqu'à le faire doubler de volume. Le monde extérieur, lui aussi, a trouvé le corps. Les mouches détectent la signature chimique de la mort à des kilomètres et pondent dans les ouvertures naturelles. Les asticots, parmi les décomposeurs les plus efficaces de la planète, consomment les tissus mous à une vitesse remarquable. En quelques semaines, parfois en quelques jours sous un climat chaud, le corps peut être réduit à un squelette. Les os, protégés par leur structure minérale, durent plus longtemps, des siècles parfois, mais ils ne sont pas éternels non plus. À la fin, chaque atome qui fut vous retourne à l'écosystème. Et c'est ici que la science devient étrangement poétique. Chaque atome de votre corps a été forgé au cœur d'une étoile. Le carbone de vos muscles, le calcium de vos os, le fer de votre sang. Tout cela est né dans les fournaises nucléaires d'étoiles qui ont brûlé puis explosé il y a des milliards d'années. Vous n'êtes pas fait de poussière d'étoiles au sens d'une métaphore. Vous êtes littéralement construit d'atomes qui ont jadis existé à l'intérieur d'étoiles mourantes. Dans la mort, ces atomes ne s'évanouissent pas. Ils reviennent dans le cycle. En moins d'un an, les atomes qui furent vous s'incorporent au sol, aux plantes, à l'eau, aux insectes, au corps d'autres êtres vivants. Un arbre poussant sur une tombe est, en un sens chimique très réel, bâti en partie de la personne enterrée dessous. Votre mort nourrit une vie nouvelle. Pas poétiquement, chimiquement, mesurablement. Sur les sites de recherche en anthropologie médico-légale, on a montré qu'un corps en décomposition crée un véritable îlot de fertilité, où le sol s'enrichit, la diversité microbienne explose et les plantes croissent plus vigoureusement, parfois pendant des années. Le mouvement de l'inhumation écologique et la pratique émergente du compostage humain assument cette réalité. Plutôt que d'embaumer le corps de produits chimiques et de le sceller dans un cercueil de métal et un caveau de béton, on le rend à la terre comme un acte délibéré de continuation. En un mois ou deux, un corps humain peut devenir un terreau riche, capable de nourrir un jardin ou une forêt. Dans un cadre purement matérialiste, voilà l'au-delà, non pas un lieu où l'on va, mais un processus que l'on devient, la redistribution de votre matière et de votre énergie dans l'histoire continue de la vie sur Terre. Mais cette histoire physique n'est que la moitié de l'histoire. Car bien avant que la science ne cartographie la décomposition, les êtres humains posaient déjà la question que le corps ne peut pas résoudre. Qu'advient-il de la part de vous qui n'est pas le corps? La réponse la plus ancienne et la plus élaborée nous vient des rives du Nil. Il y a 4000 ans, sur les bords du Nil, une civilisation a bâti toute sa culture autour d'une conviction. La mort n'était pas la fin, c'était une porte. Une porte dangereuse, terrifiante, magnifique, qui ouvrait sur un voyage à travers le monde souterrain, un voyage pouvant mener au paradis éternel ou à l'anéantissement total de tout ce que vous aviez été.
Les anciens Égyptiens ne traitaient pas la mort comme une abstraction, mais comme un problème d'ingénierie. Ils momifiaient les corps pour les préserver. Ils emplissaient les tombes de provisions, d'outils, de meubles pour le voyage. Et ils rédigeaient de véritables manuels pour les morts, gorgés de formules, de mots de passe et d'avertissements. Pour comprendre leur au-delà, il faut comprendre ce qu'ils croyaient être un humain. Non pas une seule chose, mais plusieurs entités tissées ensemble, que la mort venait défaire. Le Ka était la force vitale, l'énergie qui distingue un corps vivant d'un cadavre. Il avait besoin d'offrandes de nourriture et de boissons, ce pourquoi les familles revenaient déposer des offrandes pendant des générations. Le Ba était la personnalité, l'esprit individuel, représenté comme un oiseau à tête humaine, libre d'aller et venir, mais qui avait besoin d'un foyer où revenir, le corps préservé. Voilà pourquoi la momification comptait tant. Quand le Ka et le Ba étaient réunis dans l'au-delà, ils formaient l'Ak, l'être lumineux et éternel, ce que vous deveniez si vous réussissiez les épreuves. Si vous échouiez, vous ne deveniez rien. Entre la mort et le paradis s'étendait la Douas, le monde souterrain égyptien, et la Doua était un cauchemar, un labyrinthe de cavernes, de rivières de feu, de gardiens armés de couteaux, de démons à tête de chacal. À chaque porte, le seul passage était la connaissance. Il fallait connaître le nom du gardien, réciter la formule exacte, répondre avec vérité. Sinon, le gardien vous détruisait, votre nom était effacé de l'existence, et dans la pensée égyptienne, voir son nom effacé était le pire des sorts, car cela signifiait n'avoir jamais existé. C'est pourquoi les Égyptiens ont développé ce que nous appelons le livre des morts, dont le titre véritable était « Les chapitres de la sortie au jour ». Non pas un livre unique, mais une collection de formules inscrites sur papyrus et placées dans le cercueil. Aucun exemplaire ne contenait toutes les formules. Les plus riches commandaient des versions enluminées et personnalisées, les plus modestes achetaient des copies en série, avec un espace laissé vide où le scribe inscrivait le nom du défunt. Ses ancêtres étaient les textes des pyramides, gravés d'abord pour les seuls pharaons, puis devenus accessibles à la noblesse, puis au Nouvel Empire. À quiconque pouvait s'offrir une copie. La mort, en Égypte, s'était démocratisée, au moins sur le papyrus. Et beaucoup de ces formules n'étaient pas seulement des cartes, elles étaient des métamorphoses, décrivant comment devenir un être divin, prendre la forme d'un faucon ou d'un lotus, parler avec les dieux. Mais la scène la plus célèbre de toute la tradition égyptienne attendait au bout du voyage. La salle de Maat, la salle de la vérité. Là, le défunt se tenait devant le plus grand tribunal de la mythologie. Osiris, dieu des morts, siégeait sur son trône. 42 juges divins bordaient les murs. Maat, déesse de la vérité et de l'équilibre, présidait. Et Anubis, le dieu à tête de chacal, se tenait près d'une balance d'or. Le défunt récitait la confession négative, la liste des fautes qu'il jurait n'avoir pas commises. Puis venait la pesée. Anubis posait le cœur du défunt sur un plateau de la balance, et sur l'autre, la plume blanche de Maat, la plume de la vérité. Le cœur, pour les Égyptiens, était le siège de l'âme. Il contenait le registre de tout ce que vous aviez fait, chaque acte de bonté et chaque acte de cruauté. Si le cœur était plus léger que la plume, vous étiez déclaré juste et admis dans le champ des roseaux, le paradis égyptien, miroir idéalisé de l'Égypte, aux rivières bleues et aux moissons sans fin. Mais si le cœur était plus lourd que la plume, alors Ami attendait, une créature mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame, tapie près de la balance, qui dévorait le cœur, et la personne cessait d'exister. Non pas punie, non pas envoyée en un lieu de souffrance, anéantie, effacée. La mort dont on ne revient pas. Maintenant, songez à ceci. Rappelez-vous ce que décrivent les survivants d'expériences de mort imminente. Une revue de vie panoramique, une évaluation de leurs actes vus à travers les yeux de tous ceux qu'ils ont touchés, une comptabilité morale, une pesée de la vie vécue. La salle de Maat n'est pas identique à la revue de vie moderne, mais les parallèles de structure sont frappants. Dans les deux cas, une évaluation morale de la vie entière, au seuil de la mort. Dans les deux cas, un jugement rendu non par une autorité extérieure, mais par le poids de vos propres actes. Les anciens Égyptiens ont-ils encodé, il y a 4000 ans, quelque chose de neurologiquement réel? Ont-ils pris l'expérience universelle du cerveau mourant et l'ont-ils habillé du langage des dieux et des balances?
ou n'est-ce qu'une coïncidence? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais le motif va revenir, encore et encore. Car à l'autre bout du monde, dans les montagnes du Tibet, une autre tradition a composé son propre manuel pour les morts, qui décrit l'au-delà non comme un voyage physique à travers un monde souterrain, mais comme une traversée du paysage de votre propre esprit. Le Bardo Thodol, que l'Occident appelle le livre tibétain des morts, est l'un des textes spirituels les plus extraordinaires jamais composés. On ne le lit pas en silence. On le lit à voix haute, un proche ou un lama assis au chevet du mourant, et l'on poursuit la lecture des heures, parfois des jours après la mort. Car dans cette tradition, la conscience ne s'achève pas à l'instant de la mort. Elle transite, elle entre dans un intervalle entre une vie et la suivante, le bardo, l'état intermédiaire. Et selon le texte, c'est le moment le plus important de toute l'existence, celui où la libération du cycle des naissances et des morts devient possible si vous reconnaissez ce qui vous arrive. Le modèle tibétain est radicalement différent de l'égyptien. En Égypte, les dangers étaient extérieurs, des monstres, des rivières, des gardiens. Dans le système tibétain, tout est intérieur. Tout ce que vous vivez après la mort est une projection de votre propre esprit. Les dieux ne sont pas de vrais dieux. Les démons ne sont pas de vrais démons. Ce sont votre propre conscience qui vous est renvoyée, avec une clarté terrifiante. La conscience traverse 3 étapes. D'abord le bardo du moment de la mort. Les éléments se dissolvent en séquence, la terre dans l'eau dans le feu dans l'air, et au moment de la dissolution finale apparaît la claire lumière, décrite comme la nature fondamentale de la réalité elle-même, conscience pure, lumineuse, sans bord ni limite. Ce n'est pas une lumière que vous voyez, c'est la lumière que vous êtes. Si vous la reconnaissez comme votre propre nature véritable, vous êtes libéré sur le champ. Mais presque personne ne la reconnaît, car elle est terrifiante de vastitude, sans repère, et l'esprit, conditionné par toute une vie d'habitude, recule. Alors commence le deuxième bardo, celui où les visions surgissent, des déités paisibles d'abord, rayonnant une lumière éblouissante, puis des déités courroucées, parées de flammes, montrant les crocs. L'enseignement central du Bardo Thodol est implacable. Rien de tout cela n'est réel. Ni les déités paisibles, ni les courroucées, ni les lumières, ni les terreurs. Toutes sont des projections de votre propre conscience, vos habitudes mentales rejouées sur un écran cosmique. Si vous les reconnaissez comme telles, la libération reste possible. Mais si la peur l'emporte, si vous fuyez les visions courroucées au lieu de vous reconnaître en elles, vous êtes poussé dans le 3e et dernier bardo, celui du devenir, où la conscience, confuse et désorientée, est emportée par les vents du karma, voit sa famille en deuil sans pouvoir communiquer, et se trouve attirée vers une nouvelle naissance. Si toutes les occasions de libération ont été manquées, la conscience entre dans une nouvelle matrice, un nouveau corps se forme, une nouvelle vie commence, et le cycle se poursuit. Le psychanalyste Carl Jung était fasciné par ce texte. Il y voyait, non des étapes métaphysiques littérales, mais des descriptions de l'inconscient, des cartes de la psyché à son état le plus brut. Et c'est ici que les fils de notre enquête commencent à converger d'une manière troublante. Comparez le bardo à ce que nous savons des neurosciences et de la recherche sur les psychédéliques. La dissolution du soi, l'expérience sous DMT commence par la dissolution complète de l'ego, exactement comme le bardo décrit la dissolution des éléments. La lumière d'intensité impossible, la rencontre avec des êtres, l'évaluation morale. Et, partout, ce sentiment que ce que l'on voit est plus réel que le monde éveillé. Non pas moins réel, plus. Peut-être les Égyptiens, les Tibétains, les survivants de mort imminente et les volontaires sous DMT décrivent-ils tous la même chose, le même événement neurologique, vêtus de costumes différents selon la culture et l'époque. Ou peut-être décrivent-ils quelque chose qui est réellement là, au-delà du cerveau, au-delà de la culture, que toutes les civilisations humaines ont tenté de cartographier depuis que notre espèce a conscience de sa propre mortalité. Les Égyptiens et les Tibétains ont dressé les cartes les plus détaillées, mais ils sont loin d'avoir été les seuls. Dans le Grand Nord glacé, les Vikings ne promettaient pas l'éternité. Ils promettaient un travail. Pour eux, l'au-delà n'était pas une récompense, ni un lieu de repos, mais une préparation à la fin de tout. Ils croyaient que l'univers lui-même mourrait,
qu'une ultime bataille, le Ragnarok, engloutirait les dieux, les géants et l'arbre-monde. Le soleil serait dévoré par un loup. Odin tomberait, Thor tomberait, la terre sombrerait dans la mer. Et l'au-delà existait pour se préparer à ce jour. Quand un guerrier mourait au combat, les Valkyries venaient choisir les plus braves. La moitié était emmenée au Valhalla, la grande halle d'Odin, aux chevrons faits de lances, aux tuiles faites de boucliers. Chaque jour, les guerriers se battaient jusqu'à la mort. Chaque soir, leurs blessures guéries, ils ressuscitaient pour festoyer. Ce n'était pas le paradis, c'était un camp d'entraînement. Ils se préparaient au Ragnarok, la bataille finale, où ils combattraient aux côtés des dieux. Et ils perdraient. Les Vikings savaient qu'ils perdraient. Le Ragnarok n'était pas une possibilité, c'était une certitude. Les dieux mourraient, le monde brûlerait, et des cendres, peut-être, quelque chose de neuf renaîtrait. Fait remarquable, l'au-delà nordique ne s'organisait pas autour de la morale, mais autour de la manière de mourir. Un guerrier tombé au combat allait au Valhalla, un paysan mort de vieillesse dans son lit allait à Hel, le royaume froid et terne, non par punition, mais par défaut. Descendez maintenant vers le sud, vers la Grèce antique, où la mort était imaginée tout autrement. Le monde souterrain grec n'était pas un champ de bataille, c'était une administration. Le mort descendait au royaume d'Hadès. La frontière entre les vivants et les morts était un fleuve, le Styx, et pour le traverser, il fallait un passeur, Charon, vieux et sévère, qui exigeait son dû, une pièce placée dans la bouche du défunt avant l'enterrement. Sans elle, on ne traversait pas. On errait sur la rive pour l'éternité. Une fois de l'autre côté, l'âme était jugée par 3 juges et assignée à l'une des 3 destinations. Les Champs-Élysées, paradis réservé aux héros et aux justes, terre de soleil éternel. La plaine d'Asphodèle, destination par défaut, grise et monotone, où allaient les âmes ordinaires, ni grandes ni terribles, une existence sans relief, un écho fané de la vie. Et le Tartare, fosse réservée aux véritables méchants et à ceux qui avaient offensé les dieux, lieu de châtiment éternel où Sisyphe poussait à jamais son rocher. Contrairement au système nordique, l'au-delà grec était moralement structuré. Votre destination dépendait de la manière dont vous aviez vécu. Mais comme chez les Vikings, il était définitif, pas de rédemption, pas de seconde chance. Les Grecs ont d'ailleurs inscrit la mort au cœur même du cycle des saisons. Perséphone, enlevée par Hadès, passe une partie de l'année sous terre et une partie à la surface. Quand elle descend, c'est l'hiver. Quand elle remonte, le printemps. Mort et renaissance, descente et retour, la plus vieille histoire du monde. Et Orphée, le plus grand des musiciens, descend aux enfers chercher son épouse morte. Son chant fléchit Hadès, qui la lui rend à une seule condition, marcher devant elle sans se retourner avant d'avoir rejoint la surface. Au dernier instant, rongé par le doute, il se retourne, et elle est happée à jamais dans les ténèbres. Le mythe parle de l'impossibilité de défaire la mort et du prix terrible du doute au seuil. Et ces 2 traditions ne sont elles-mêmes que 2 exemples parmi d'innombrables autres. En Mésopotamie, les morts descendaient dans un sombre royaume de poussière où toutes les âmes, vertueuses ou non, vivaient en ombre. Dans la tradition hindoue, le dieu de la mort guide l'âme vers le jugement, et l'âme renaît selon le karma accumulé. Chez les Aztèques, les morts traversaient 9 couches sur 4 ans avant le repos final. Et à travers toutes ces traditions, malgré l'abîme des cultures, des langues et des époques, certains motifs reviennent avec une constance troublante. Un voyage, une traversée, un fleuve, un pont, un tunnel, un passage d'un monde à l'autre. Des guides, Anubis en Égypte, Hermès en Grèce, les Valkyries en Scandinavie, des êtres dont le rôle est d'escorter les morts. Un jugement moral, la pesée du cœur, la revue de vie, les juges d'Hadès, la comptabilité karmique. Plusieurs destinations possibles, le paradis ou l'anéantissement, et l'importance des rites accomplis par les vivants. Ces motifs précèdent tout contact entre les cultures. Les Aztèques n'ont jamais rencontré les Égyptiens. Les Vikings n'ont jamais rencontré les Hindous. Et pourtant, tous sont arrivés à la même architecture. Un voyage, un guide, un jugement, une destination. Pourquoi ? Il y a 2 explications possibles. La première est neurologique. Si le cerveau mourant produit un ensemble cohérent d'expériences, comme le suggèrent les études sur les ondes gamma,
Alors chaque culture ne fait qu'encoder le même événement biologique dans un langage symbolique différent. Le tunnel est universel parce que le cortex visuel s'effondre de la même manière dans tous les cerveaux humains. La revue de vie est universelle parce que l'hippocampe s'active de la même façon. La seconde explication, c'est qu'ils décrivent tous quelque chose de réel, quelque chose qui existe au-delà du cerveau, au-delà de la biologie, que chaque civilisation a entrevu au seuil de la mort. Nous ne pouvons pas encore trancher. Mais le motif est là, et il ne s'arrête pas au monde antique. Car les trois plus grandes religions de la planète, le christianisme, l'islam et le judaïsme, suivis ensemble par plus de 4 milliards de personnes, ont elles aussi placé la mort au cœur de leur théologie. Le christianisme, la plus grande religion du monde, fait tourner toute sa structure autour d'un seul événement, une mort et ce qui l'a suivi. Sa thèse centrale est que Jésus de Nazareth, crucifié vers l'an 33, est ressuscité le troisième jour. Cette résurrection n'est pas traitée comme une métaphore, mais, dans la doctrine, comme un événement historique, le corps placé dans le tombeau en est sorti. Et cet événement, pour les chrétiens, a changé pour toujours la nature de la mort. Le christianisme enseigne la résurrection des corps. Au retour du Christ, tous les morts seront relevés, non leurs seules âmes, mais leur corps, glorifié, libéré de la maladie, de la décomposition et de la mort. La promesse n'est pas seulement une survie spirituelle, mais une restauration physique. Puis vient le jugement. Les justes reçoivent la vie éternelle en présence de Dieu, les autres en sont séparés. La nature exacte de cette séparation varie énormément selon les traditions. Feu et tourment éternel pour les uns, simple absence de Dieu pour les autres. L'imagination occidentale du ciel et de l'enfer a d'ailleurs été façonnée moins par les textes que par un poème. En 1320, Dante achève la Divine Comédie, ce voyage à travers les 9 cercles de l'enfer, les terrasses du purgatoire et les sphères célestes du paradis. Sa vision était littéraire, non doctrinale, mais son influence fut incalculable. Quand un occidental imagine l'au-delà, il imagine souvent quelque chose de plus proche de Dante que de la Bible elle-même. L'islam, deuxième religion du monde, possède l'une des eschatologies les plus détaillées. À l'instant de la mort, l'âme entre dans un état intermédiaire, le barzakh, une salle d'attente. Dans la tombe, 2 anges interrogent le défunt. Les justes entrevoient le paradis, les autres leur châtiment. Le barzakh dure jusqu'au jour du jugement, où toutes les âmes sont ressuscitées et où les actes sont pesés sur une balance cosmique, la misant, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Le parallèle avec la pesée égyptienne du cœur est saisissant. Une balance, une comptabilité morale, le poids d'une vie mesurée contre un étalon de justice. Culture différente, siècles différents, continents différents, même structure. Après la pesée, les morts doivent franchir le sirat, un pont au-dessus des flammes, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Les justes le franchissent comme l'éclair, les autres trébuchent. Le paradis, Jannah, est décrit avec une profusion sensorielle, des jardins sous lesquels coulent des rivières. Le châtiment de l'enfer, avec une égale précision. Le judaïsme, le plus ancien des trois, adopte une toute autre approche. Là où le christianisme et l'islam dressent des cartes minutieuses, ils refusent largement d'en tracer une. La Bible hébraïque parle peu de l'après-mort. Le terme Sheol y désigne un royaume indistinct et silencieux, plus proche de la plaine grecque d'Asphodèle que d'un ciel ou d'un enfer. La pensée juive plus tardive développera des concepts plus riches, le monde à venir, le jardin d'Éden, un état de purification limité à 12 mois, mais l'accent reste toujours mis sur la manière de vivre, non sur la cartographie de l'au-delà. Une formule talmudique le résume. La Torah nous a été donnée pour ce monde-ci. Laissons à Dieu le soin du suivant. Prenez maintenant du recul et regardez les 3 traditions ensemble. Malgré leurs différences, les ressemblances de structure sont remarquables. Toutes 3 prévoient un jugement moral après la mort, un état intermédiaire, une pesée des actes, un paradis pour les justes, des conséquences pour les autres, et une forme de résurrection. Et toutes 3 reposent sur le même socle proche oriental qui avait produit la salle de Ma'a, des milliers d'années avant qu'aucune d'elles n'existe. Les motifs riment à travers les millénaires. 4 milliards de personnes vivent selon ces réponses, y appuyant leur morale, leurs espoirs et leurs peurs.
Que ces croyances décrivent un au-delà réel, ou qu'elles soient l'élaboration culturelle d'une expérience neurologique universelle, elles pèsent d'un poids bien réel sur le monde des vivants. Elles consolent les mourants, retiennent les vivants, donnent un sens à la souffrance, et le font depuis des millénaires. Mais il existe une autre manière d'aborder la question, ni par la religion, ni par le mythe, mais par la question la plus profonde et la plus déroutante de toute la science. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Et peut-elle survivre à la destruction de l'organe qui semble la produire? En 1995, un philosophe, David Chalmers, se lève devant une salle pleine de scientifiques et pose une question à laquelle aucun d'eux ne peut répondre. Il l'appelle le problème difficile de la conscience. 30 ans plus tard, il reste sans solution. La question est simple. Pourquoi l'expérience subjective existe-t-elle? Tout simplement. Nous pouvons cartographier le cerveau jusqu'aux neurones. Nous pouvons identifier quelles régions s'activent quand vous voyez du rouge, goûtez du chocolat, entendez de la musique. Nous pouvons décrire la mécanique de la conscience avec une précision extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas expliquer la seule chose qui compte vraiment. Pourquoi y a-t-il un effet que cela fait d'être vous? Quand la lumière frappe votre rétine, des signaux électriques parcourent le nerf optique jusqu'au cortex visuel. Nous pouvons décrire chaque étape de ce processus. Mais rien, dans cette description, n'explique pourquoi vous éprouvez la couleur rouge, pourquoi il y a une sensation subjective associée au fait de la voir, plutôt qu'un simple traitement aveugle, comme dans une caméra. Chalmers distingue les problèmes faciles de la conscience, qui portent sur la fonction, du problème difficile, qui demande pourquoi tout ce traitement fonctionnel s'accompagne d'une expérience. Pourquoi ne sommes-nous pas ce qu'il appelle des zombies philosophiques, des machines biologiques qui traiteraient l'information et se comporteraient exactement comme des êtres conscients, mais sans aucune vie intérieure? De l'extérieur, un tel zombie serait indiscernable d'une personne consciente. Il marcherait, parlerait, rirait, pleurerait, affirmerait avoir des sentiments, mais à l'intérieur, il n'y aurait personne. La vision dominante des neurosciences et de la science occidentale depuis les Lumières est que la conscience est produite par le cerveau, qu'elle émerge de l'activité neuronale comme la digestion émerge de l'estomac. Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, l'avait formulé sans détour. Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, votre sentiment d'identité, n'est en fait rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. C'est la position matérialiste. Conscience égale activité cérébrale. Détruisez le cerveau et vous détruisez la conscience. Elle est puissante, étayée par une montagne de preuves. Les lésions changent la personnalité. Les drogues altèrent la conscience. Telle région détruite, et c'est la mémoire qui disparaît. Telle autre, et c'est la reconnaissance des visages. La corrélation entre la structure du cerveau et la fonction mentale est si constante que la plupart des neuroscientifiques considèrent l'affaire close. Mais il y a un problème, et il grandit depuis des décennies. Malgré plus d'un siècle de neurosciences, malgré une imagerie capable de suivre l'activité neuronale à la milliseconde, personne n'a produit une théorie expliquant comment l'expérience subjective surgit de processus physiques. La corrélation entre activité cérébrale et conscience est indiscutable. Mais corrélation n'est pas causalité, et le fossé explicatif entre le neurone et le ressenti reste aussi large qu'au jour où Chalmers l'a nommé. Et dans ce fossé, une très vieille idée a recommencé à poindre, non du côté des mystiques, mais des marges de la science. L'idée que le cerveau ne produirait pas la conscience, mais la recevrait. L'hypothèse n'est pas neuve. William James, le père de la psychologie américaine, en proposait déjà une version en 1898. Le cerveau pourrait transmettre la conscience comme un prisme transmet la lumière. Le prisme filtre la lumière, la décompose, mais il ne la crée pas. Détruisez le prisme, la lumière n'est pas détruite. Aldous Huxley a prolongé l'idée. Le cerveau fonctionnerait comme une valve de réduction, filtrant l'immensité de la conscience en un mince filet adapté à la survie. Les psychédéliques ouvriraient la valve. La mort la retirerait. Cette hypothèse reste minoritaire, jugée infalsifiable par la plupart des chercheurs.
mais elle n'a jamais été réfutée. Et certaines observations dont nous avons déjà parlé, la lucidité terminale, les perceptions vérifiées au seuil de la mort, sont très difficiles à expliquer dans le cadre matérialiste standard. Si la conscience est produite par des circuits, et que ces circuits sont physiquement détruits par Alzheimer, comment l'esprit revient-il? Si la conscience exige un cerveau qui fonctionne, comment a-t-elle pu enregistrer des informations alors que ce cerveau était à plat? Aucune de ces observations ne prouve l'hypothèse du récepteur. Aucune ne réfute le matérialisme. Mais elles ouvrent des fissures, et par ces fissures, les questions s'engouffrent. Si la conscience est produite par le cerveau, alors la mort est l'anéantissement. Le générateur est détruit, le courant s'arrête, les lumières s'éteignent. Mais si la conscience est seulement reçue, filtrée par le cerveau, alors la mort est la destruction du récepteur, non du signal. La radio se brise. La musique, elle, ne s'arrête pas. Elle cesse simplement d'être traduite en une forme que nous pouvons entendre. Aucune de ces deux positions n'a été prouvée. Mais l'un des plus grands physiciens vivants a cru que la réponse se cachait là où personne n'avait songé à regarder, à l'intérieur des plus petites structures des cellules de votre cerveau. Dans les années 1990, deux scientifiques venus d'univers opposés nouent une alliance improbable. L'un est Roger Penrose, mathématicien et physicien à Oxford, l'homme qui recevra en 2020 le prix Nobel de physique pour avoir démontré que les trous noirs sont une conséquence nécessaire de la relativité générale. Et c'est ici qu'il faut être honnête, car cela compte. Son Nobel récompense ses travaux sur les trous noirs, non sa théorie de la conscience. Quand on vous dira qu'un prix Nobel pense que l'âme survit, rappelez-vous que sa distinction ne porte pas sur ce point. L'autre, Stuart Hameroff, est anesthésiste à l'Université de l'Arizona, un homme qui a passé sa carrière à étudier comment le cerveau perd et retrouve la conscience sous anesthésie. Ensemble, ils proposent une théorie qui scandalise le monde scientifique, la réduction objective orchestrée, ou OR. Selon eux, la conscience n'émerge pas de la complexité des réseaux de neurones. Elle naît de processus quantiques se déroulant à l'intérieur de minuscules structures, les microtubules. Les microtubules sont des cylindres de protéines présents dans presque toutes les cellules. On les croyait purement structurels, les poutres de l'architecture cellulaire. Mais Hameroff avait remarqué autre chose. Sous anesthésie, vous perdez conscience alors que vos neurones continuent de fonctionner et de nombreux anesthésiques se lient précisément aux microtubules. Et si les microtubules étaient le siège de la conscience, plutôt qu'un simple échafaudage, Penrose, lui, apporte la physique. Il était troublé depuis longtemps par le problème de la mesure. Dans le monde quantique, une particule existe en superposition de plusieurs états jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, où elle s'effondre en un seul état défini. Penrose propose que cet effondrement ne soit pas causé par la seule observation, mais par un processus physique objectif, lié à la courbure de l'espace-temps à l'échelle quantique. Combinez les microtubules de Hameroff et la physique de Penrose, et vous obtenez OR. Des superpositions quantiques s'accumulent dans les protéines des microtubules, orchestrées par l'activité du réseau neuronal. Quand elles atteignent un seuil critique fixé par la gravité quantique, elles s'effondrent, et chaque effondrement est un instant d'expérience consciente. Dans ce cadre, la conscience n'est pas quelque chose que le cerveau calcule. C'est quelque chose qu'il capte. Chaque instant de conscience est un événement quantique, des milliards de fois par seconde, à travers des milliards de microtubules. La conscience ne serait pas une propriété émergente de la complexité. Ce serait un trait fondamental de l'univers, et le cerveau, l'instrument qui y accède. La communauté scientifique a réagi par un scepticisme intense. L'objection principale était environnementale. Le cerveau est chaud, humide, bruyant, et la cohérence quantique était réputée impossible dans un tel milieu, censé exiger des températures proches du zéro absolu. Pendant des années, OR fut traité comme une spéculation intéressante, mais invraisemblable. Et puis les indices ont commencé à arriver. En 2024, des chercheurs ont administré à des rats une substance qui stabilise les microtubules. Les rats traités ont mis plus d'1 minute de plus à perdre conscience sous anesthésie. Si les microtubules n'étaient que structurels, cela n'aurait rien dû changer.
En 2025, Hameroff et ses collègues ont publié ce qu'ils décrivent comme des preuves expérimentales directes d'effets quantiques dans les microtubules à température ambiante. Et la biologie quantique, plus largement, a montré que la cohérence quantique existe bel et bien dans le monde du vivant à température ambiante, dans la photosynthèse, dans la navigation des oiseaux migrateurs, dans l'odorat. Le cerveau pourrait ne pas faire exception. Voici alors ce que cela signifie pour la mort. Si la conscience est un phénomène quantique, alors l'information qui la constitue est de nature quantique. Or, l'un des principes les plus profonds de la physique quantique est que l'information quantique ne peut pas être détruite. Elle peut être transformée, dispersée, brouillée au-delà de tout espoir de récupération. Mais elle ne peut pas être anéantie. Hameroff a spéculé ouvertement. À la mort, l'information quantique des microtubules ne disparaît pas. Elle se dissipe dans l'univers. Si le patient est réanimé, elle peut refluer dans les microtubules et la personne rapporte une expérience de mort imminente. Si le patient n'est pas réanimé, l'information existe hors du corps, peut-être indéfiniment, comme ce que Hameroff appelle une âme. Penrose, lui, est plus prudent. Il n'endosse pas le mot « âme ». Il dit seulement que la relation entre la conscience et la gravité quantique est quelque chose que nous commençons à peine à comprendre. Horschoer reste profondément contesté. Mais c'est la seule théorie de la conscience qui formule des prédictions précises et testables. Et ces prédictions sont mises à l'épreuve en ce moment même. Car si la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais seulement captée à travers lui, si elle est tissée dans l'étoffe de l'espace-temps, alors la mort du cerveau n'est pas la mort de la conscience, c'est la destruction de l'antenne. Le signal, lui, continue. En Italie, dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso, on a testé des modèles d'effondrement quantique liés à la gravité. La version la plus simple a été écartée par les données, mais la formulation originale de Penrose, elle, n'a pas été exclue. La porte reste ouverte. Et Horschoer prétend résoudre deux vieux problèmes. Celui de la liaison, qui demande comment le cerveau fond des entrées sensorielles disparates, la vue, le son, le toucher, en une seule expérience unifiée, et celui de l'épiphénoménalisme, qui demande comment la conscience, si elle n'est qu'un sous-produit, pourrait avoir le moindre effet sur le monde physique. Si la conscience est un phénomène quantique, elle opère au niveau le plus fondamental du réel et peut y agir. Nous n'en sommes qu'au tout début, mais si cette piste est juste, les conséquences pour la mort sont vertigineuses. Et il reste une dernière théorie à examiner, proposée non par un physicien ni un philosophe, mais par un biologiste, un chercheur en cellules souches que le magazine Time a compté parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Son nom est Robert Lanza, et sa théorie affirme que la mort n'existe pas du tout. Lanza n'est pas un mystique. Il a publié des centaines d'articles, pionnier de la médecine régénératrice. Et en 2009, il publie un livre qui scandalise ses collègues, le biocentrisme. Sa thèse centrale, la vie et la conscience ne sont pas des produits de l'univers. Elles en sont les fondements. La vision conventionnelle dit que l'univers est venu d'abord, que la conscience est une arrivée tardive, un accident de l'évolution, un passager sur un bus qui allait quelque part de toute façon. Lanza retourne entièrement la perspective. Ce n'est pas la conscience qui émerge de l'univers, c'est l'univers qui émerge de la conscience. L'espace et le temps ne seraient pas des réalités objectives existant indépendamment de l'observation, mais des outils de la perception biologique, la façon dont la conscience organise son expérience. Cela ressemble à de la philosophie, mais Lanza l'ancre dans la physique, dans la plus célèbre expérience de la mécanique quantique, la double fente. Envoyer des particules une à une vers une barrière percée de deux fentes. Si ce sont de simples particules, vous attendez deux bandes sur l'écran. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Les particules dessinent une figure d'interférence, caractéristique des ondes, comme si chaque particule passait par les deux fentes à la fois. Et voici l'étrange. Si vous installez un détecteur pour observer par quelle fente passe chaque particule, la figure d'interférence disparaît. Les particules redeviennent des particules. L'acte d'observation change le comportement du système physique. Ce n'est pas contesté. C'est l'un des résultats les mieux établis de toute la physique.
Et il pose une question que la physique n'a jamais vraiment tranchée. Quel rôle l'observateur joue-t-il dans la détermination de la réalité? Lanza s'empare de cette question. Si l'observation affecte la réalité au niveau quantique, et si le niveau quantique est le fondement de toute réalité physique, alors l'observateur n'est pas séparé de l'univers, il en fait partie intégrante. Et si la conscience est fondamentale, le rez-de-chaussée de la réalité plutôt que son dernier étage, alors elle ne peut être détruite par la mort d'un corps particulier. Le corps est un véhicule provisoire. La conscience est ce qui le conduit. Lanza combine cela avec l'interprétation des mondes multiples, proposée par le physicien Hugh Everett en 1957, selon laquelle chaque événement quantique scinde l'univers en branches parallèles. Son extension est élégante et déroutante. Quand vous mourrez dans une branche, la conscience se poursuivrait simplement dans une autre, où vous êtes encore en vie. La mort serait réelle pour le corps, mais pas pour la conscience. Il trouve un appui dans une lettre d'Einstein, écrite en 1955, à la famille de son ami Michael Bessot, qui venait de mourir. Pour nous qui croyons à la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Einstein n'était pas mystique, il était précis. Dans le cadre de la relativité, le temps ne s'écoule pas comme nous le vivons. Passé, présent et futur coexistent dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc. La mort, dans cette vision, est un événement qui se produit en un point de l'espace-temps. Mais la personne existe aussi en d'autres points, tout aussi réels. Les critiques ont été féroces. Le physicien Lawrence Krauss n'y voit aucune avancée scientifique. Le philosophe Daniel Dennett y voit l'exact contraire d'une théorie, parce que Lanza n'explique pas comment la conscience se produit. Et beaucoup rappellent que, dans la mécanique quantique, l'observateur n'a pas besoin d'être conscient. Un simple détecteur suffit à provoquer l'effondrement. Ce sont des objections légitimes. Le biocentrisme reste plus philosophie que science testable. Mais il fait une chose que la physique dominante a échoué à faire. Il prend au sérieux le problème de l'observateur et le problème difficile de la conscience, et il les tisse en un cadre cohérent. Et pour beaucoup, il offre ce que les religions ont toujours offert, la possibilité que la mort ne soit pas la fin, mais formulée dans le langage de la science plutôt que de la foi. Mais ne nous perdons pas dans la théorie, car il y a une chose que la science sait avec certitude au sujet de ce qui suit la mort, une chose mesurable, observable, indéniable, et qui ne parle ni de conscience, ni d'âme, ni de quanta. Elle parle d'atomes. Le premier principe de la thermodynamique affirme que l'énergie ne peut être ni créée, ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Ce n'est pas une théorie. C'est l'un des principes les mieux établis de toute la science. Aucune expérience ne l'a jamais violé. Votre corps est de l'énergie. Chaque cellule, chaque molécule, chaque atome en vous est une forme d'énergie organisée selon un motif précis. Et ce motif, c'est vous. Votre visage, votre voix, vos souvenirs, votre rire, vos peurs. Tout cela est de l'information encodée dans l'agencement d'environ 7 octillions d'atomes, un 7 suivi de 27 zéros, un nombre si grand qu'il dépasse l'entendement, et qui pourtant tient tout entier dans l'espace d'un corps, le vôtre, en cet instant précis, pendant que vous écoutez ces mots. Quand vous mourrez, le motif se défait. Mais les atomes, eux, ne disparaissent pas. Pas un seul. Ils ne le peuvent pas. Le premier principe l'interdit. Chaque atome qui fut vous continue d'exister. Il devient simplement partie d'autre chose. Et voici ce à quoi peu de gens songent. Ces atomes ne vous ont jamais vraiment appartenu. Chaque atome de votre corps a été forgé au cœur d'une étoile. L'hydrogène de l'eau qui forme la majeure partie de vous est né dans les premières minutes après le Big Bang, il y a près de 14 milliards d'années. Le carbone de vos muscles, l'azote de votre ADN, le calcium de vos os, le fer de votre sang, tous ces éléments plus lourds ont été fabriqués dans les fournaises d'étoiles massives qui ont brûlé des millions d'années puis explosé, dispersant leurs cendres à travers la galaxie. Ces cendres se sont rassemblées en de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et enfin en cette mince pellicule de biologie qui recouvre ce rocher tournant autour de cette étoile. Vous n'êtes pas fait de poussière d'étoiles au sens d'une image. Vous êtes littéralement construit des débris d'étoiles qui ont explosé. Le calcium de votre main droite vient peut-être d'une supernova différente de celui de votre main gauche.
Les atomes de votre corps sont plus vieux que la Terre. Ils étaient déjà vieux quand les dinosaures marchaient. Et ils seront encore là longtemps après votre départ. Quand vous mourrez, qu'on vous enterre, qu'on vous incinère ou qu'on vous composte, ces atomes rejoignent le cycle. En moins d'un an, ils s'incorporent au sol, aux plantes, aux insectes, à d'autres corps vivants. Un arbre poussant sur une tombe est, chimiquement, bâti en partie de la personne enterrée dessous. Un corps humain contient assez de carbone, d'azote, de phosphore pour nourrir tout un écosystème. Sur les sites de recherche, on a mesuré qu'un corps en décomposition crée un véritable îlot de fertilité, où la croissance des plantes s'intensifie parfois pendant des années. Dans un cadre purement matérialiste, voilà l'au-delà, non pas un lieu où l'on va, mais un processus que l'on devient, la redistribution de votre matière et de votre énergie dans l'histoire continue de la vie. Mais il y a ici une perte que la physique ne sait pas adresser, et c'est précisément celle que l'on pleure. Personne ne pleure le carbone. Ce que l'on pleure, c'est le motif, l'agencement particulier qui était vous, votre personnalité, vos souvenirs, le son de votre voix, votre manière de regarder quand vous pensiez. L'information. Or, l'information encodée dans votre cerveau, ces 100 000 milliards de connexions qui stockaient votre vie entière, semble bien détruite à la mort. Les réseaux se dégradent, les synapses se dissolvent, les motifs électriques cessent. La configuration précise qui était vous est perdue. C'est la chose la plus dure à accepter. Non que le corps meure, cela nous le comprenons. Le corps est manifestement provisoire. Ce qui est plus dur, c'est l'idée que le motif, le vous de vous, se dissolve irréversiblement. Et pourtant, la mécanique quantique glisse ici une note curieuse. Le théorème de non-dissimulation, en théorie de l'information quantique, affirme que l'information quantique ne peut être complètement détruite. Elle peut être brouillée, dispersée, rendue irrécupérable en pratique, mais pas anéantie. L'information est toujours quelque part. C'est ce principe qui sous-tend l'un des grands débats de la physique théorique, le paradoxe de l'information des trous noirs, et le consensus actuel, après des décennies de travaux, est que l'information est conservée. Que cette conservation abstraite ait une quelconque pertinence pour la conscience personnelle, nul ne le sait. Le fossé entre la préservation mathématique de l'information et la survie de votre expérience subjective est vertigineux. Mais il vaut la peine de le noter. Même au niveau le plus fondamental de la physique, l'univers semble répugner à perdre entièrement de l'information. Et voici ce que l'on peut dire avec certitude, vous êtes déjà mort et rené d'innombrables fois. Les atomes de votre corps sont remplacés en continu. Votre peau est entièrement neuve toutes les 2 à 3 semaines. Vos globules rouges sont remplacés tous les 4 mois. Votre squelette est entièrement reconstruit en une décennie. Le vous qui existe en cet instant n'est pas matériellement le même que celui d'il y a 7 ans. Presque chaque atome a été échangé. Et pourtant, vous persistez. Votre sentiment de continuité survit au remplacement complet de votre substance physique. Ce qui fait de vous vous, ce ne sont donc pas les atomes. C'est le motif, l'organisation, l'information. Et la question de savoir si ce motif peut survivre au remplacement ultime, le remplacement de tout le corps d'un coup, l'événement que nous appelons la mort, est la question qui se tient au cœur de chacun des chapitres de ce voyage. Alors, où en sommes-nous? Posons d'abord ce que nous savons. Nous savons que le cerveau est extraordinairement actif pendant le processus de la mort, que des sursauts d'ondes gamma, concentrés dans les régions les plus liées à la conscience, ont été documentés. Le cerveau mourant ne s'éteint pas, il s'illumine. Nous savons que certaines personnes cliniquement mortes puis réanimées rapportent des expériences structurées, vives, et que certaines de ces expériences incluent des perceptions vérifiées d'événements survenus alors que la personne n'avait plus ni battement de cœur, ni activité cérébrale mesurable. Nous savons que la diméthyltryptamine est produite naturellement par le cerveau des mammifères, à des concentrations comparables aux grands neurotransmetteurs, et que ces niveaux montent pendant l'arrêt cardiaque. Nous savons que la lucidité terminale existe, que des personnes au cerveau dévasté peuvent retrouver soudain leurs facultés peu avant la mort, et que ce phénomène est désormais étudié de manière prospective. Nous savons que presque toutes les civilisations ont décrit un au-delà aux traits de structure étonnamment semblables,
un voyage, un guide, une évaluation morale, plusieurs destinations, et que ces motifs sont apparus indépendamment, chez des peuples sans contact entre eux. Nous savons que la conscience demeure le problème non résolu le plus profond de la science. Et nous savons que chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile, et que le premier principe de la thermodynamique garantit que l'énergie qui est vous continuera d'exister, sous une forme ou une autre, à jamais. Maintenant, voici ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si la conscience peut exister indépendamment d'un cerveau qui fonctionne. Nous ne savons pas si les expériences de mort imminente sont la perception réelle de quelque chose au-delà du monde physique, ou de subtils artefacts d'un cerveau à l'extrême. Nous ne savons pas si le soi, ce motif précis qui est vous, peut survivre sous quelque forme à la mort biologique. Et nous ne connaissons pas la nature fondamentale de la conscience elle-même. Ce ne sont pas de petites lacunes. Ce sont les lacunes qui comptent le plus, et ce sont celles que chaque religion, chaque mythe, chaque philosophie et chaque théorie scientifique de ce voyage tente de combler. Mais il y a quelque chose de remarquable dans la convergence de tout ce que nous avons traversé. Certains thèmes reviennent, quel que soit le cadre. Une évaluation morale, la revue de vie, la pesée du cœur, la mise-en de l'islam, le karma bouddhiste, les juges grecs. Cadre après cadre, tradition après tradition, l'instant de la mort implique une comptabilité de la manière dont vous avez vécu. Une transition, et non une fin brutale. La mort n'est pas un interrupteur, c'est un processus qui se déroule sur des minutes, peut-être des heures, et chaque tradition décrit des étapes, la dissolution des éléments dans le bardeau, la traversée du fleuve, le passage du tunnel. La mort n'est pas un mur, c'est un corridor. La dissolution du soi, suivie de quelque chose d'autre, que ce soit la claire lumière du bardeau, le tunnel de l'expérience de mort imminente, ou la dissipation quantique d'Orschoer, quelque chose suit la fin du soi individuel. L'ego se dissout, puis, selon presque tous les récits, quelque chose s'ouvre, et l'importance de la manière dont vous avez vécu. À travers des traditions séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, le message est le même, ce que vous avez fait compte. Ces convergences pourraient signifier que toutes les cultures encodent le même événement neurologique dans des langages symboliques différents. Le sursaut gamma, la libération de DMT, la désinhibition du cerveau mourant produiraient une expérience universelle que les humains habillent de vêtements culturels depuis qu'ils sont humains. La revue de vie serait une décharge de l'hippocampe. Le tunnel, l'effondrement du cortex visuel, et chaque mythologie de l'histoire serait une interprétation élaborée des mêmes 30 secondes d'activité cérébrale. Ou bien elle pourrait signifier quelque chose de plus. Sam Parnia, après des décennies de recherche, l'a écrit avec une prudence absolue. La recherche, à ce jour, n'a ni prouvé ni réfuté la réalité ou le sens de ces expériences. Il dit ce que les données permettent de dire et rien de plus. Et cette retenue, cette volonté de dire « nous ne savons pas » est peut-être la chose la plus importante de toute cette enquête. Car la question de ce qui suit la mort est la seule à laquelle chaque être humain finira par répondre pour lui-même. Et personne n'est jamais revenu avec un rapport définitif. Les survivants de mort imminente s'en approchent, mais ils n'ont pas achevé le voyage, on les a ramenés. La science se rapproche peu à peu de la compréhension du processus de mourir. Mais la conscience reste le mystère le plus profond de l'univers. Chaque religion offre une certitude, mais la certitude n'est pas la connaissance. Chaque philosophie offre un cadre, mais le cadre n'est pas une réponse. Et peut-être que ce non-savoir est la chose la plus importante qui soit, parce qu'il nous force à décider non pas ce qui est vrai, puisque nous ne pouvons le savoir, mais ce que nous croyons, comment nous voulons vivre, et ce qui, à nos yeux, compte. Car si la mort est l'anéantissement, si le matérialiste a raison et qu'il n'y a rien au-delà du dernier influx du dernier neurone, alors cette vie, cet instant, ce souffle sont tout ce qu'il y a, et ils en deviennent infiniment précieux. Chaque conversation, chaque geste de bonté, chaque coucher de soleil, chaque main tenue dans le noir, est un univers de sens dans un cosmos de silence. Si c'est là tout ce qu'il y a, alors le fait même que cela existe est la chose la plus extraordinaire qui soit jamais arrivée. Et si la mort est une porte, si la conscience survit sous quelque forme, si l'âme, ou l'information quantique, ou le motif qui est vous se poursuit au-delà du corps,
alors la manière dont vous avez vécu compte d'une façon qui dépasse cette seule existence. La revue de vie vient. La pesée du cœur est réelle. Le karma s'accumule. Et ce que vous emporterez avec vous dans ce qui suit n'est ni votre richesse, ni votre statut, ni vos possessions. C'est le poids de vos actes, la bonté que vous avez montrée, l'amour que vous avez donné, le mal que vous avez causé, la vérité que vous avez dite. Dans un cas comme dans l'autre, la conclusion est la même. Cette vie compte. La manière dont vous la vivez compte. Ce que vous faites de votre temps ici, si bref soit-il à l'échelle de l'éternité, compte. Que la mort soit une porte, un mur ou un miroir, qu'elle mène au chant des roseaux, au bardeau, à la dissipation quantique, ou simplement à rien, le seul fait que votre conscience existe à cet instant, qu'elle entende ses mots, qu'elle pense ses pensées, qu'elle s'interroge sur sa propre fin, est l'événement le plus improbable et le plus inexpliqué de l'univers connu. Chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile mourante. Chaque molécule de votre cerveau appartient à une chaîne de chimie qui remonte à l'origine de la vie sur cette planète. Chaque souffle que vous prenez vous relie à tout organisme qui ait jamais respiré. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers, organisé provisoirement en une personne, provisoirement conscient de lui-même, posant provisoirement la question. Quoi qu'il advienne ensuite, vous étiez là, vous avez existé, vous vous êtes interrogé. Et cela, selon n'importe quel critère, scientifique, spirituel ou mythologique, est extraordinaire. Il y a, dans cette incertitude partagée, une étrange fraternité. Le pharaon momifié, le guerrier brûlé sur son navire, le moine veillant un mourant dans la montagne, le malade relié à un électroencéphalogramme dans une chambre au néon blanc. Tous se tiennent devant la même porte, et aucun ne sait ce qu'il y a derrière. Cette ignorance ne nous diminue pas, elle nous relie. Elle est la seule expérience que partage absolument chaque être humain qui ait jamais vécu et chaque être humain qui vivra. Et elle déplace la vraie question. La question n'est peut-être pas « que se passe-t-il après ?», à laquelle nul ne peut répondre, mais « que faisons-nous de ce savoir, maintenant, tant que nous sommes ici ?» La science s'approche du seuil. Les anciens en ont dessiné les cartes. Et nous, ce soir, nous nous sommes tenus tout au bord, à regarder dans le noir, sachant que nous y entrerons tous un jour, et que personne ne sait ce qui s'y trouve. Alors levez les yeux, ce soir, ne serait-ce qu'un instant, et regardez le ciel comme ce qu'il est, la chose la plus ancienne que vous verrez jamais, et la matière même dont vous êtes fait. Vous n'êtes pas un spectateur de l'univers.